Hello les amis, nous sommes le jeudi 20 août 2020 et ce soir, j'ai le privilège d'être avec Jean-Dominique Michel. Salut Jean-Dominique. Bonsoir Sylvano. Alors Jean-Dominique, maintenant tu es devenu célèbre et fameux dans tout l'espace francophone français parce qu'avec la crise du Covid. Mais raconte-nous, avant cette crise du Covid, Jean-Dominique Michel, qu'est-ce qu'il faisait? Alors écoute, moi je suis un anthropologue de la santé. L'anthropologie, c'est l'étude de l'espèce humaine à travers l'espace et le temps, qui est une espèce étonnante parce qu'elle est créative au point d'arriver à construire des univers de sens et des modes d'organisation sociale tous plus divers les uns que les autres. Et l'anthropologie de la santé, c'est l'étude de la manière dont les différentes cultures décrivent ce que c'est d'être en bonne santé, définissent la maladie et, puisque les gens tombent malades à travers l'histoire et le temps, ce qu'il convient de faire quand quelqu'un est tombé malade pour lui permettre de retrouver la santé. Donc, traditionnellement, on voyageait à travers le monde pour voir comment ça se passait dans des tribus lointaines. Aujourd'hui, l'anthropologie de la santé est beaucoup plus centrée sur nos propres pratiques, sachant que dans nos sociétés existe bien sûr la biomédecine, qui est la principale méthode de soins à laquelle la plupart des gens s'adressent quand ils vont mal, mais qu'il y a plein d'autres propositions aussi, soit que ce soit des médecines ancestrales ou traditionnelles, comme la médecine chinoise ou ayurvédique, ou des propositions très récentes, comme la médecine quantique ou l'épigénétique, et puis d'observer comment, en fonction de ses convictions, de sa culture, de son origine, les gens recourent à telle ou telle discipline selon la difficulté qu'ils ont. Ouais, c'est extraordinaire. De toute façon, je mettrai le blog de Jean-Dominique Michel dans le descriptif de l'émission et je vous conseille franchement d'y aller et de lire parce que c'est passionnant tout ce qu'il écrit. Alors, quand il y a eu cette crise du Covid, au début, tu as pensé à quoi? Tu as pensé à quelque chose? Tu l'as vu un petit peu de façon normale ou comment tu as vécu ça? Alors, si tu veux, pour les spécialistes de la santé, la question des épidémies et des possibles pandémies est un risque récurrent. Donc, voilà, si on a plus de 15 ans, on a tous des exemples en tête de la grippe aviaire, de la grippe porcine, de la grippe ceci, de la grippe cela. Et à chaque fois, on redoute de Big One. Tu sais, c'est le mot qu'on utilise pour décrire le tremblement de terre en Californie. Il y a une faille très importante et on sait que si un jour il y a un très gros tremblement de terre, il pourrait y avoir un glissement de terrain, toute une partie de la Californie dans l'océan. Alors évidemment, on espère que ça n'arrivera pas. Cela dit, les sismologues savent que ça arrivera tôt ou tard. Est-ce que c'est dans une année ou dans 10 000 ans? On ne sait pas. Mais donc, on est en vigilance par rapport à l'activité sismique en Californie. Et les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, surtout les infectiologues, voient des départs épidémiques régulièrement parce que les virus mutent. Et puis à chaque fois, on se dit, est-ce que ça va être de Big One ou pas? Et alors évidemment, de mon point de vue, mais je ne veux pas avoir l'air un petit peu cynique ou indifférent, c'est toujours intéressant. C'est-à-dire, oh, il y a un nouveau truc en Chine, et d'essayer assez rapidement de capter l'ordre de grandeur de l'épidémie, le risque réel que ça fait courir à la population, de découvrir la maladie, qui est différente à chaque fois. Et puis, j'ai envie de dire, avec ce constat de système de veille qui tendent à surréagir en fonction du principe de précaution. Donc, on connaît tous aujourd'hui les prédictions délirantes du professeur Ferguson en Angleterre, qui se trompe à chaque fois, mais dans des ordres de grandeur monstrueux. Puis pourtant, on continue à se tourner vers lui dès qu'il y a un nouveau départ de feu en disant « c'est grave, docteur ». Et puis l'OMS, évidemment, mais tous les politiques en général ne veulent pas se faire reprocher de ne pas en avoir fait assez, tend lui aussi à sonner le tocsin très vite. Et puis, dans un processus de découverte scientifique classique, on découvre ce qu'il en est au fur et à mesure des semaines qui passent. Et puis là, on peut avoir une vision plus raisonnable. Et ce qu'il y a de particulier, mais je ne t'apprends rien dans le cas qui nous occupe, c'est qu'alors même que les premiers signaux sont arrivés très vite, qui permettaient de se rassurer quant à l'ordre de grandeur et se dire c'est
événement épidémique comme ceux auxquels on est habitué, eh bien, on voit depuis le mois de mars un espèce de délire collectif s'installer qui traite de manière totalement exceptionnelle et déraisonnable quelque chose qui est de l'ordre de l'habituel, et ce qui évidemment pose beaucoup de questions sur ce qui organise nos sociétés, mais aussi sur la mentalité collective qui a autant perdu de vue ce qu'est une épidémie. Et toi, est-ce que tu pensais pouvoir un jour vivre ce que l'on vit actuellement avec cette crise du Covid? Alors, ça dépend de quoi tu parles. Si jamais c'est l'épidémie elle-même, oui, parce que c'est ce qu'on vit régulièrement. Il faut rappeler que selon qu'on inclut ou non les morts dans les EHPAD et selon le décompte, on est entre le 9e et le 14e épisode épidémique le plus grave depuis l'après-guerre. Donc, il y en a eu entre 8 et 13 plus graves avant. Et j'ai d'ailleurs eu des mails de médecins à la retraite qui me disaient, mais vous ne vous rendez pas compte, la fameuse grippe de Hong Kong en 68-69, on allongeait les morts dans les couloirs des hôpitaux, c'était absolument aussi pire, comme diraient les Québécois, qu'aujourd'hui, et donc il n'y a rien d'exceptionnel dans cette épidémie. Donc, je l'ai dit très vite, l'épidémie elle-même est normale. Par contre, ce que je ne m'attendais pas à voir et qui continue à la fois de m'intéresser et de m'effrayer, c'est cette surréaction collective, mais qui a quand même l'air d'être pilotée par des intérêts très particuliers. Pour le dire autrement, et je vais à l'essentiel, mais après je suis sûr qu'on développera tel ou tel élément, la Covid, c'est un business de 100 milliards de dollars. Et si on l'avait traité comme il y a 30 ou 40 ans, en se disant, bon, il y a un pic épidémique, il y a des gens qui meurent, c'est surtout des personnes en fin de vie, après ça redescend, il n'y a plus de morts, tout va bien, on recommence à vivre. C'est 100 milliards de dollars de ratés pour des gens et des entreprises, une industrie qui ne demande qu'à capter cette manne, mais qui ont besoin, pour pouvoir la capter, d'entretenir une psychose collective. Et c'est malheureusement ce qu'on voit depuis des mois et des mois, d'une manière qui est totalement en décalage par rapport à la réalité épidémiologique, et puis d'une manière alors qui est aussi totalement dommageable pour la population. On est plusieurs à l'avoir dit très vite, moi dès le mois de mars, mais que le risque existait que les mesures qu'on prenait, dont à peu près aucune ne reposait sur des bases scientifiques sérieuses, risquaient d'entraîner des conséquences dommageables bien pires que ce qu'on cherchait à éviter. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate aujourd'hui, et les recherches sortent qui permettent de documenter cette intuition qu'on est plusieurs à avoir eue. Alors pour ce faire, il faut quand même la complicité de deux choses, des politiques de chaque pays et des médias. Comment c'est possible ça? Alors si tu veux, moi j'étudie ces questions depuis longtemps parce qu'elles sont centrales. Et peut-être qu'une des manières les plus simples d'en parler, c'est de faire des comparaisons. Pourquoi est-ce que ça ne fait pas 40 ans qu'on est passé à des énergies renouvelables et qu'on ne s'est pas sevré de la dépendance aux énergies fossiles? Eh bien, parce que les intérêts en jeu sont tels qu'alors même que cette transition aurait été possible, qu'elle aurait été bénéfique, il y a des lobbies qui ont verrouillé les choses et subventionné les énergies fossiles en refusant de subventionner les énergies renouvelables, en disant on ne va quand même pas subventionner de l'énergie, mais pendant ce temps, ils subventionnaient l'extraction pétrolière. Et donc, il y a eu le statu quo jusqu'à aujourd'hui où on s'aperçoit que c'est bien tard pour envisager des changements. Donc, si tu veux, cette configuration de pays soi-disant démocratiques, mais qui, dans les faits, n'ont pas la liberté des décisions qu'ils prennent, et dont les instances de décision sont totalement infiltrées par les industries concernées, c'est quelque chose qui est générique aujourd'hui. Ça concerne les pesticides, ça concerne l'énergie, ça concerne l'armement, enfin, ça concerne tous les domaines de la vie. Et dans le domaine médical, ce qui est intéressant, c'est que les spécialistes posent ce diagnostic depuis une quinzaine d'années. Les spécialistes, c'est les centres d'éthique des universités, c'est les revues médicales elles-mêmes. Des rédacteurs en chef et ex-rédacteurs en chef de toutes les grandes revues médicales disent depuis des années qu'il y a quelque chose de profondément pourri dans le système, qui pourrit la recherche. C'est-à-dire que la recherche est déjà bidouillée au départ pour obtenir les résultats souhaités. Après, les magazines et les revues scientifiques ne sont que des caisses de résonance de marketing qui ne font pas leur travail de trier la qualité des recherches, et on l'a vu récemment avec The Lancet et The New England Journal of Medicine, qui ont publié, excusez mon français, des merdes. Mais c'est passé dans le filtre. Pourquoi? Parce qu'au fond, ce ne sont plus des revues scientifiques, ce sont des caisses de résonance de marketing de certains intérêts.
Et puis après, il y a les instances gouvernementales, pays par pays, qui sont complètement infiltrées par les représentants de l'industrie. Alors évidemment, on te fait le procès autant qu'à moi, ça fait très complotiste. Sauf que c'est la Chambre des communes britannique qui le dit, c'est le Sénat français qui le dit, c'est l'Université d'Oxford qui le dit. On a un problème. Pourquoi? Parce que les gens qui sont aux commandes dans ces différents cercles sont tous en conflit d'intérêts grave avec l'industrie. Et donc, forcément que ça biaise tout. Donc, le terme qui est retenu techniquement, c'est celui de corruption systémique. Alors, ça fâche beaucoup les gens quand on l'utilise parce qu'ils ont l'impression qu'on les accuse d'être corrompus. Et ce n'est pas tout à fait ça, la corruption systémique. La corruption systématique, ça veut dire que si je ne t'avais pas payé, tu ne m'aurais pas reçu sur ton antenne. Donc, je suis obligé de te graisser la patte pour pouvoir obtenir le résultat voulu. La corruption systémique, c'est quand les règles du jeu sont suffisamment distordues, en grande partie par des faits légaux, c'est-à-dire que ce n'est pas illégal. Tu vois, en France, on a beaucoup relevé que les comités d'experts étaient tous bardés de conflits d'intérêts. Ce n'est pas illégal. Ils le publient sur le site, tout citoyen peut aller voir, Karine Lacombe, elle touche tant, Bidule Trucmu qui touche tant, ce n'est pas interdit. Mais en attendant, nous disent les centres d'éthique des universités, c'est problématique parce que ça en vient comme résultat final à ce que l'intérêt mercantile de l'industrie prime sur les besoins de la population dans les décisions qui sont prises. Et ça, de nouveau, c'est très amusant parce qu'aujourd'hui, ça fait scandale, mais tu peux retrouver des articles du Figaro, du Monde, de Libération, des reportages de TF1 qui remontent de 2, 3, 4, 5, 10 ans en arrière où ils le disent, parce que c'est une vérité. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans l'époque qu'on vit, c'est que tout d'un coup, c'est comme si, en disant il y a des narcotrafiquants au Mexique, ce que tout le monde sait, les gens disent, mais comment vous pouvez dire une chose pareille? Vous êtes complotiste, vous croyez aussi aux extraterrestres, comment c'est possible de dire quelque chose d'aussi scandaleux alors que tout le monde le sait? C'est su, ça n'est pas caché. Et là, on est dans une fiction extraordinaire, effectivement jouée par les autorités et les médias, qui consiste, en dépit du bon sens, de ce qui est avéré et de ce que tout le monde sait, de faire croire, de créer une fiction qui est fausse, et qui laisserait à croire que les décisions sont prises pour le bien de la population alors qu'elles ne le sont pas. Et là, on est effectivement dans un hiatus. Alors, je pense que c'est orchestré en partie parce qu'on est dans des logiques criminologiques. Je fais un petit aparté, mais un des plus grands épidémiologistes au monde, le professeur Gaucher, a écrit en 2014 un livre qui s'appelle « Crime organisé et industrie pharmaceutique » où il montre que les stratégies de l'industrie sont les mêmes que celles de la mafia. Ce livre, en 2014, reçoit le prix de l'Association médicale britannique. Les médecins, ils savent de quoi ils parlent. Donc, et que décrit le professeur Gaucher? C'est qu'il y a des trucages au niveau des médicaments pour les imposer, que les industries mettent même sur le marché des médicaments dont ils savent qu'ils n'ont pas d'effets bénéfiques et des effets toxiques. Il y a des morts. C'est découvert à un moment donné. Les industries pharmaceutiques sont condamnées pénalement, mais si jamais tu fais 15 milliards de chiffre d'affaires avec un remède, que tu as 500 millions d'amendes et 1 milliard de dommages et intérêts, tu sors avec un bénéfice net de 13,5 milliards. Et donc, ce que prétend le professeur Gaucher, ce n'est pas moi qui le dis, moi je lis ce que disent les spécialistes et je me permets de le faire connaître à mes risques et périls, mais ce que dit Gaucher, c'est qu'au fond, l'industrie aujourd'hui a incorporé cette dimension pénale et les sanctions comme faisant partie du business model. Comme quand tu payes ton loyer pour faire tes émissions, l'industrie pharmaceutique, elle met 1 milliard de côté pour les amendes qu'elle va récolter, mais ça ne l'empêche pas d'y aller. Et Gaucher donne 15 exemples différents de cette stratégie. Il y a eu le Mercator en France, il y a eu le Diox, enfin voilà, c'est à répétition. Et dans le cas qui nous intéresse, sur la grippe H1N1, Roche a fait des dizaines de milliards de bénéfices avec un médicament inefficace qui servait à rien, le Tamiflu, qu'il a réussi à vendre aux États entiers, en vendant des vaccins. Je crois que Roselyne Bachelot avait acheté de 93 000 doses de vaccins à l'époque, qui ont servi à rien. Mais tu vois, tout n'est pas perdu pour tout le monde. Et donc, il y a vraiment une dynamique criminologique. Alors, je sais que mes propos vont à nouveau effroyablement choquer, mais j'invite toute personne de bonne foi, de bon sens et un tout petit peu capable de se documenter par elle-même, d'aller vérifier les sources. Il y en a énormément dans les articles de blog que je lis. Et de nouveau, c'est connu comme le loup blanc.
Donc, ce qui est étonnant dans le cas de figure et qui, moi, en tout cas, m'estomaque, c'est comment est-ce que des ficelles aussi grosses, comment est-ce que des manipulations aussi énormes, tu as vu les études frauduleuses publiées dans les plus gros canards, comment est-ce que ces mecs osent faire des choses pareilles et comment expliquer qu'en dépit du côté tout à fait évident des manipulations crasses qu'ils mettent en œuvre, ils arrivent malgré tout à s'en sortir et à imposer leur agenda. Là, il y a des questions qui sont forte, mais aussi assez inquiétante quant à ce qui organise notre société et qui prend les décisions au sujet de quoi. Et alors, comment tu expliques qu'il y a des gens comme toi, comme moi, comme tous mes abonnés, qui sont totalement éveillés à ça, qui deviennent même, tu sais, très en colère, hein, face à cette mascarade Mhm. énorme, cette manipulation qui est là, qui est sous leurs yeux, ils la voient. Et comment tu expliques une telle dichotomie avec les gens complètement endormis qui ne voient rien? Comment c'est possible? Écoute, il y a beaucoup de cogitation à ce sujet en psychologie sociale. Je crois qu'un premier élément de réponse, c'est de reconnaître que de toute manière, l'évolution de nos sociétés est dictée par un agenda qui n'a pas été choisi démocratiquement. C'est-à-dire que si tu prends 1980, les hommes politiques, Chirac, Mitterrand, Giscard, qui aurait dit le monde de 2020, c'est celui que je veux pour mon pays et pour mes enfants? Personne. Personne n'aurait osé. Pourtant, c'est ce qui s'impose année après année. Et donc, là, on est plutôt en sciences politiques, mais il est essentiel et urgent de repérer qu'il y a une mise en échec de la volonté populaire à travers la démocratie représentative qui fait que on en arrive à adopter des mesures que la population ne veut pas, qu'elle ne souhaite pas, voire qu'elle ne supporte pas, mais qui lui sont imposées envers et contre tout. Alors, quels sont les mécanismes, les processus? C'est une histoire complexe, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Moi, tout ce que je peux faire, c'est constater. Tu vois qu'à d'innombrables reprises, on force la population, qui est censée avoir le pouvoir et pouvoir décider à travers ses élus, à des choses qu'elle ne veut pas. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que l'efficacité de cette imprégnation et de cette prise de pouvoir par les lobbies et l'industrie est telle que personne ne peut s'y opposer, sauf à se faire descendre. Euh, je sais que ce n'est pas tout à fait ton bord, mais Daniel Mitterrand rappelait à un moment donné que quand son mari a été élu, elle lui a dit bah alors ça va, tu vas appliquer le programme que tu dis vouloir mettre en œuvre. Et qu'il lui a répondu non, non, tu ne comprends pas, moi j'ai un gouvernement, je n'ai pas le pouvoir. Je ne peux pas aller contre la Banque mondiale, contre le FMI, contre l'Europe. Donc voilà, je ne vais rien faire de ce que j'ai dit que je ferais. Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens. Donc, tu vois quand même. Donc ça, c'est un élément. Et puis, c'est l'efficacité en fait de cette mainmise sur les décisions publiques. Et puis après, il y a malheureusement tout un conditionnement des élites et de la population à ne pas se rendre compte, à ne pas réagir, à ne pas mesurer. Alors les élites, c'est relativement facile parce que finalement, c'est des gens qui sont un peu comme en religion. Tu vois, quand tu es scientifique aujourd'hui dans un comité scientifique, c'est un peu comme si tu es cardinal à l'église. Donc, il suffit que tu répètes la même chose que les autres. Il y a un esprit de corps, et on l'a beaucoup vu dans la controverse autour de l'hydroxychloroquine. Tu te souviendras, un des grands reproches de ces scientistes, c'était le fait de dire mais Raoult, il ne fait pas des études randomisées en double aveugle, donc ça ne vaut rien. Et Raoult l'a dit tout de suite, j'ai été vérifié dans toute la littérature scientifique, il a raison, une étude randomisée en double aveugle n'est pas meilleure pour évaluer un remède en infectiologie qu'une étude observationnelle comme celle qu'il a faite. Mais après, tu avais tout ce cœur des cardinaux qui disait non, c'est le dogme, mais si on ne respecte pas le dogme, ça ne vaut rien. Donc là, tu as vraiment un effet de conformisme à l'extrême lié à des avantages qui fait que les élites sont devenues. Euh, c'est devenu difficile pour elles de réfléchir intelligemment. Puis après, au niveau de la population, ben, ça table sur le bénéfice du doute, sur le fait qu'ils n'arrivent pas à imaginer que les dés puissent être pipés. Et puis quand même, depuis quelques années, le fait qu'on prive de plus en plus les gens qui se forment des moyens de réfléchir. Donc quand par exemple on a retiré la rhétorique des programmes scolaires, la rhétorique c'est ce qui permet de comprendre comment est organisé le discours de l'autre qui cherche à nous persuader. Et si tu arrêtes d'enseigner la rhétorique, tu ne donnes plus aux gens les moyens d'identifier les manipulations. Actuellement, on est en train de retirer toutes les humanités, les sciences humaines de partout. C'est la seule chose qui ouvre l'esprit.
Donc, ce qui permet à un scientiste de ne pas devenir un cardinal, mais de rester un scientifique, c'est d'avoir eu accès à des humanités, à de l'art, à de la sociologie, d'avoir voyagé dans d'autres pays, voilà, d'avoir eu accès à d'autres choses que son domaine. Et aujourd'hui, on hyper spécialise tellement les gens dans des espèces de tunnels qu'ils en deviennent hyper pointus dans leur petit domaine de connaissances, mais complètement abrutis sur tout le reste, et donc n'arrivent plus à contraster le savoir qu'ils ont avec une appréhension globale de la réalité. Et quand tu mélanges tout ça, ben c'est des conditions idéales pour qu'en fait, la population, les citoyens et les citoyennes soient privés de tout pouvoir, non seulement d'agir, mais même de réagir. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'école, ils fabriquent ça à partir de l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, jusqu'au bac, les programmes deviennent de plus en plus idiots. Hein, il suffit de vous acheter un Indabac de 1923 et essayer de les faire. Vous allez voir la différence. Et ensuite, effectivement, on le spécialise dans un domaine. Hein, et puis là, ben, il reste spécialiste de son domaine, mais il ne voit plus rien du tout de ce qui se passe autour. Oui, et tu vois, ce qui m'a passionné dans le Covid, c'est que des experts ont dit, mais des énormités, des âneries comme moi-même, j'aurais même pas osé penser dire des trucs pareils. Donc, on voit que cette expertise, à force de rétrécissement, elle perd même sa validité dans le champ où elle opère. Tu vois, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui fait l'expertise, c'est d'avoir une connaissance solide et puis une base qui permet d'avoir des contrepoints, des points d'appui et des garde-fous. Et ça te permet de réfléchir intelligemment. Mais quand on isole les gens dans des hyper-ornières et on leur fait faire ça toute leur vie, ça veut dire que même dans leur domaine de spécialité, ils perdent la compétence. Donc j'en ai eu 17 exemples, des médecins qui nous expliquaient ici que tout le monde allait tomber malade parce que personne n'avait jamais rencontré le coronavirus. Oui, mais il y en a 4 autres. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une immunité croisée et que la moitié des gens, a priori, sont déjà immunisés. Donc, tu vois, le super virologue de l'Université de Genève que le président Macron vient d'engager pour évaluer la politique française, il a dit une bêtise pareille au mois de mars. Et parce qu'il est expert, tout le monde écoutait ça comme parole d'évangile. Et dans l'après-coup, on dit oui, mais la science, c'est compliqué, on ne peut pas toujours tout savoir d'avance. Mais personne ne se pose la question. Comment se fait-il que des experts supposés être des experts puissent dire de telles bêtises? Et ça, pour moi, c'est quand même la question de fond. Oui, et puis comment l'expert qui est numéro un mondial dans les maladies infectieuses, Didier Raoult, n'est pas écouté du tout et traité de charlatan. Alors, je ne comprends pas. Ouais. Mais ça, moi, ce que j'ai beaucoup observé en fréquentant les scientifiques, c'est que les meilleurs dans leur domaine sont des gens extraordinairement ouverts d'esprit, humbles, compétents, ils reconnaissent leur ignorance, ils sont relativement libres par rapport au jeu de pouvoir. Bon, Raoul, il est très malin par rapport au pouvoir, donc tu vois, c'est bon, on ne la lui fait pas. Mais toujours est-il qu'il a préservé une intégrité, notamment par rapport à l'industrie pharmaceutique. Donc, les tout bons dans leur domaine, ils sont de cette nature. Et puis après, tu as les cohortes de suiveurs qui sont beaucoup moins doués, qui sont beaucoup moins géniaux, qui sont beaucoup moins compétents, mais qui, eux, au contraire, s'enorgueillissent de leur pouvoir, de leur savoir et de leur autorité. Et ça donne les fanatiques. Tu vois? Et alors, comment on va en sortir de tout ça? Bon, écoute, tant bien que mal ou pas du tout. Comment tu vois, toi, les 3 prochains mois? Écoute, j'en sais rien. J'ai coutume de dire que je suis un pessimiste joyeux. Donc, je ne suis pas optimiste parce que j'ai l'impression que la masse critique n'est pas atteinte, que le verrouillage des systèmes de pouvoir est tel que aucun contre-pouvoir ne peut s'opposer à l'heure actuelle. Bon, déjà, les médias, je ne t'apprends rien, ne jouent absolument plus leur rôle de contre-pouvoir. Puis après, tu as vu, même quand des types comme Raoult, comme Perron, ou comme moi, à mon modeste niveau, avons fait tout ce que nous pouvions pour alerter, pure perte, tu vois. En tout cas, en apparence. Donc moi, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est irrésistible. Cela dit, une question que je me pose, c'est au fond d'eux-mêmes, dans leurs convictions intérieures, que pensent vraiment les gens? Alors tu sais qu'ils sont moins de 27 ou 22% à faire confiance au gouvernement français sur les questions sanitaires aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a plus de 70% des gens qui savent qu'on ne peut pas leur faire confiance. Donc,
Sur l'obligation du masque, ils ont l'air d'accord à plus de 60%, mais donc on ne sait pas réellement ce qu'il en est de la conviction de chacun. Les choses sont aujourd'hui clivées d'une manière telle qu'il ne peut pas y avoir de rassemblement des énergies pour contester la politique mise en place. Mais ce n'est pas exclu qu'à un moment donné, il y ait des mouvements de révolte, soit parce que les gens en ont marre de porter un masque qui d'abord sert à rien, mais qui en plus est totalement suffocant et tu vois, qui est quand même une atteinte à l'intégrité corporelle. Et puis, je pense que dans les scénarios futurologiques possibles, c'est probablement l'imposition du vaccin qui risque de générer une réaction. C'est quand même ce qu'ils ont en tête. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour y arriver. Mais j'ai l'impression qu'autant les gens peuvent accepter d'être enfermés chez eux ou de porter un masque, quand il s'agit de se faire injecter un truc dangereux, parce qu'on ne fait pas un vaccin en 6 mois, c'est pas vrai, avec une technologie qu'on ne connaît pas et qui peut être dangereuse, avec des conséquences dont les compagnies vaccinales se sont déjà exonérées par une impunité qui leur est assurée, quelles que soient les conséquences, enfin, là, on voit que tu as quand même une bombe. Et alors, j'en sais rien, peut-être d'ailleurs que le vaccin sera totalement inoffensif et qu'il marchera tout à fait, on ne sait pas. Mais moi, je pense que les gens, à ce moment-là, quand cette imposition sera avancée, auront une réaction de défense. Est-ce qu'elle sera suffisante pour mettre en échec le plan? Pas sûr. Souvent, quand on parle de l'OMS, des vaccins, de Gavi, on pense à la Suisse, hein. Toi, tu es en Suisse. Comment ça se passe chez vous? Quoi donc? Ben, est-ce que où vous en êtes pour donner des nouvelles de la Suisse? Le port du masque, les vaccins, la politique. Si tu veux, il y a eu un truc vraiment intéressant à observer, parce que Dieu sait si j'ai été critique des réponses sanitaires françaises, qui, à mon avis, alors je partage tout à fait l'analyse de Perron, tout ce qui pouvait être fait de faux et de mauvais a été fait. Et la Suisse a une particularité, c'est qu'au fond, elle copie systématiquement la France, mais en moins pire. Donc on a confiné à un moment où c'était probablement pas nécessaire, mais on a semi-confiné. Là, on impose le port du masque dans certains cantons, pas dans d'autres, mais uniquement dans les lieux clos, en plein air pas. Euh, les derniers développements, ils parlent de leur objectif, c'est d'atteindre 80% de volontaires dans la population qui soient d'accord de se faire vacciner. Donc, tu vois, c'est des mesures molles, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique autoritariste comme en France, ou pyramidale ou centralisée, mais c'est pas très différent, mais c'est un petit peu moins grave. Et finalement, déjà en tant que citoyen, c'est agréable parce que je préfère ce régime-là à celui que vous avez subi. Et puis d'un autre côté, ça a le redoutable effet secondaire que ça scie un peu, ça coupe l'herbe sous les pieds de toute réaction, vu que c'est pas si grave que ça. C'est vrai? Voilà. Et Et qu'est-ce puis qui par vous... ailleurs, bah, tu le sais, la Suisse est quand même la plaque tournante de toutes les mafias internationales, fédérations sportives, organisations internationales, blanchiment d'argent, toutes les corruptions, enfin, convergent ici. Et donc, voilà, des gens comme Bill Gates sont cul et chemise avec le gouvernement, mais comme dans tous les pays. Je veux dire, ça, c'est la règle du jeu aujourd'hui. Et moi, ce qui m'époustoufle, c'est que ça ne pose pas problème. Ouais, c'est ça qui est dingue, hein. Tu as dit, mais attendez, vous pensez vraiment que M. Gates a de mauvaises intentions? Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'un mec, aussi riche soit-il, n'a pas à dicter la politique sanitaire des États d'où qu'ils viennent. Et là, je trouve qu'on est très embirlificoté, c'est-à-dire que c'est comme si on nous disait, mais vous soupçonnez les gens d'être malhonnêtes, ils peuvent l'être ou pas, je ne sais pas. Mais alors que la question, ce n'est pas là. La question, c'est celle de la probité et de la transparence des systèmes de gouvernance. Et là, on a un problème, évidemment, majeurissime. Mm. Mais néanmoins, 80% de la population volontaire, c'est un truc énorme, ça. Ouais. Mais il n'y a pas d'obligation vaccinale en Suisse, hein, pour l'instant. Euh, et puis, comment dirais-je, une fois que tu as suffisamment fait peur aux gens, Mm. que tu prétends que tu as un vaccin sûr, même s'il ne l'est pas, tu vois, la plupart des gens ne vont pas se poser de questions. Ils vont dire, mais ouf, on l'a échappé belle, on n'est pas mort de ce truc terrifiant, même s'ils ont 40 ans et qu'ils ne sont pas malades. Et puis, on me propose quelque chose qui est assuré de me sauver la vie ou de me protéger, donc j'y vais. Voilà, c'est cette espèce de... Ouais. Je vois ce qui est logique à partir du moment qu'ils ont peur. Aujourd'hui, Didier Raoult est passé sur les antennes françaises, sur un média, une longue interview,
et il a dit, vous les médias traditionnels, vous êtes débordés par les médias alternatifs, dont YouTube. Et la journaliste a dit oui. C'est un premier signe, ça? Écoute, c'est intéressant, mais je pense que ça illustre aussi la raison pour laquelle les dits médias alternatifs sont en train d'être surveillés comme jamais auparavant et qu'on voit effectivement le retour massif de mesures attentatoires aux libertés d'opinion et d'expression. Tu en sais quelque chose. Donc c'est vrai, mais après une boucle cybernétique. C'est-à-dire que plus les médias trahissent leur mission fondamentale, et aujourd'hui c'est juste épouvantable, plus ils perdent la confiance des gens, donc plus les gens se désintéressent, vont chercher ailleurs. Et puis voilà, alors dans un premier temps, ça s'est accompagné de beaucoup de critiques par rapport au fait que ce qui circule Internet n'est pas médié et donc les journalistes sont là pour faire ce travail de discriminer, d'équilibrer les points de vue, mais ils ne le font plus du tout de toute manière. Donc c'est devenu uniquement des espèces d'outils de propagande qui ne respectent plus du tout les valeurs, les missions et la charte déontologique de la profession. Et puis après, sur Internet, ben, on trouve tout et n'importe quoi, des choses bien faites, des choses intelligentes, des choses excessives, des choses... Mais enfin, que ça soit débordé, c'est évident. Regarde le nombre de spectateurs que tu as. Moi, mes blogs ont eu 9 millions de lecteurs. Tu vois, C'est énorme. le monde peut aller se rhabiller. Oui, tout à fait. Et j'en suis d'autant plus fier que depuis le début, je me suis dit, je vais faire des papiers qui sont complexes, qui abordent des aspects difficiles, qui sont extrêmement documentés. Je veux dire, j'ai renoncé à simplifier quoi que ce soit. En prenant le pari, les gens sont intelligents. Alors après, il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord avec mes analyses ou ne pas apprécier ma manière d'écrire. Mais tu vois ce que je veux dire? Donner du contenu de qualité. Et en fait, c'est ça qui a cartonné. Et je pense que c'est vraiment, ça reflète le fait que les gens ont un besoin, une soif d'avoir des informations qui soient solides, qui soient fiables, qui soient étayées, et puis qui ne soient pas dans ces raccourcis journalistiques imbéciles qu'on voit en permanence. Si tu as tes doutes sur le port du masque en plein air, tu es un anti-masque. Tu vois, ça c'est vraiment la bêtise absolue, c'est le degré zéro de la réflexion. Oui, c'est Et ça. les médias sont là-dedans, malheureusement. Ils sont dans cette caricature extrême, et je trouve au fond très sain que les gens s'en détournent. J'ai même entendu un grand professeur dire que celui qui est contre le fait qu'il va y avoir une deuxième vague, que celui qui est contre le fait que le masque protège, c'est des négationnistes. Comment on peut expliquer? Comment on peut en arriver là? T'as fait une émission superbe sur quoi répondre à quelqu'un qui vous traite de complotiste, mais moi, il y a toujours une question que je n'ai toujours pas compris. Hein. C'est quoi être complotiste? Si on te traite de complotiste, tu complotes quoi? Comment dire? Pour moi, il y a un peu deux niveaux à ta réponse. D'abord, c'est que il y a des complots. Il y a des complots en permanence. Et tu connais cet adage, il y a deux positions à éviter, c'est de croire que tout est complot et croire que rien n'est complot. Donc des complots, il y en a en permanence. Il y a des pots de vin pour l'attribution des Jeux Olympiques, il y a des guerres qui sont déclenchées sur des bases fausses uniquement pour pouvoir aller piquer le pétrole. Enfin voilà, il y a des magouilles à plein d'endroits. Et donc, pour moi, la première réponse, c'est être aware de cette réalité et puis ne pas l'occulter et donc se poser des questions. Et puis, il y a un autre complotisme. Alors, il faut toujours faire attention de trop psychologiser ou psychiatriser les choses, mais il n'en reste pas moins que l'esprit humain est habité par une curiosité naturelle et que le plus pénible pour lui, c'est d'être dans des incohérences qui ne sont pas compréhensibles sur la base de ce qu'on nous dit. Et un des moyens de se conforter ou de retrouver du confort, c'est d'imaginer des choses qui n'existent pas, mais qui permettent de donner du sens à ces éléments de réalité. Et ça, c'est la vraie dérive complotiste. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une manière de remettre de la cohérence, fût-elle fausse, parce que la cohérence est un besoin neurologique fondamental. Et là, bien sûr qu'on arrive dans des choses qui deviennent délirantes à un certain moment, mais ce qui est compliqué en l'espèce, c'est que, en fait, le négationnisme, il est du côté de ceux qui nient la possibilité de tout problème, de toute magouille ou de toute intentionnalité. Parce que c'est pas vrai, c'est comme ça nulle part dans la vie. Donc, eux, ils retournent le truc, mais ces retournements, c'est à la fois très orwellien et c'est très pervers. Tu vois,
Quand le gouvernement t'explique qu'on enferme les personnes âgées dans les EHPAD pour les protéger et puis qu'en fait ça fait une hécatombe, c'est pervers. Si tu veux protéger les personnes âgées, tu fais pas ça. Tu fais autrement. Donc, on est en permanence dans ces renversements. Et puis après, complotiste, bah, c'est comme n'importe quelle étiquette. Si je te traite de gauchiste ou de trumpiste, bah, voilà, ça veut dire que par l'étiquette que je te colle, je n'ai plus besoin de m'intéresser à ce que tu dis, vu que tu es disqualifié d'emblée. Et c'est là où, bah, tu sais, moi j'ai fait un petit tag sur les réseaux sociaux, ni mouton ni complotiste, oui au débat, non à l'injure. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui est convaincu que le port du masque en plein air peut avoir une utilité, je suis ouvert à discuter avec elle. Je ne partage pas cette conviction, mais peut-être qu'elle sait des choses que je ne sais pas, puis qu'à son contact, je vais pouvoir penser les choses différemment. Peut-être à l'inverse, que je vais pouvoir dire, mais écoute, regarde, en Hollande et en Scandinavie, ils ne le font pas, ils n'ont pas plus de problèmes que nous. Donc pour moi, c'est plutôt la preuve que c'est une mesure qui n'est pas nécessaire. Mais au moins, il y a un dialogue qui est possible, et le vrai dialogue, c'est quand tu écoutes ce que l'autre a à dire. Et des processus comme ceux que tu décris, mais qu'on voit aujourd'hui systématisés dans les médias et chez les politiques, c'est vraiment une manière de fermer le débat avant même qu'il soit ouvert. Et moi, ça me fait peur parce que historiquement, c'est sur cette base-là que toutes les pires dérives ont toujours été construites. Tout à fait. C'est la première marche vers les dictatures, ça. Ouais. Ouais, c'est le fait de ne pas supporter la différence, de ne pas tolérer le point de vue divergent, de salir d'emblée la personne que tu as en face de toi. Et bon, je pense que tu as vécu ça, moi aussi. Je veux dire, quand même, j'ai 55 balais, je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Je n'ai jamais eu des attaques aussi violentes, aussi malveillantes et aussi tordues, tu vois, que cette fois-ci. Et on sentait qu'il y avait une espèce de rage où il fallait à tout prix démolir le bonhomme parce que son message était insupportable. Et là, on n'est plus dans de la civilité, on n'est plus on n'est plus dans du respect, on n'est plus dans de l'humanité. Oui, et ça, beaucoup me le disent, hein, c'est-à-dire que beaucoup de médecins, beaucoup Mmh. d'avocats n'ont pas été habitués à cette violence. Ils m'ont Mmh. tous décrit cette violence, ils en étaient tous très choqués, quoi. Moi, personnellement, j'ai l'habitude, parce que les débunkers, je les ai sur le dos depuis des années. Et ce qui est marrant, c'est que quand ils m'appelaient, ils commençaient toujours par cette phrase, je ne suis pas un complotiste. Ok. Pour s'excuser, tu vois, déjà, de ce qu'ils allaient me dire, parce qu'ils trouvaient qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans toute cette gestion de la Ouais. crise et de l'épidémie. Mais certains ont lâché prise parce que, justement, c'est d'une violence inouïe, hein. Mais vraiment, comme tu le dis, c'est quelque chose. Les gens qui nous écoutent, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont jamais vécu ça, hein. Ouais. Je ne sais pas Ouais. si… Ouais, c'est une première. Alors, moi, j'avais déjà croisé des pervers narcissiques sur ma route à titre personnel, si tu veux. Donc, je connaissais par expérience cette malveillance extrême de quelqu'un qui cherche à te détruire à tout prix, sans aucune considération pour ton humanité. Donc, j'avais quelques repères personnels, si tu veux. Mais ce qui m'a le plus frappé, alors déjà, il y a certaines de ces attaques, en ce qui me concerne, je suis sûr qu'elles viennent de l'industrie, qu'elles ont été commanditées. On sait qu'il y a des boîtes qui sont, voilà, qui font ça, qui vont fouiller ton passé sur Internet et puis se renseigner pour pouvoir te salir. Donc, j'ai eu des choses très bien faites, c'est-à-dire que c'était très bien documenté, mais toujours tourné dans le sens de prouver à quel point je suis un sale type et quelqu'un qui ne connaît pas son domaine, alors que je suis un très bon expert. Je suis désolé d'avoir à le rappeler, mais tu vois, vraiment dans cette intention. Mais cela dit, ce qui m'a le plus frappé dans l'expérience, c'est le nombre de relais de cette malveillance. Parce que je connais des gens qui m'ont dit, mais j'ai arrêté de lire au bout de 2 paragraphes, ça me donnait la nausée, tellement c'était méchant, tu vois. Et puis après, moi, j'ai vu plein de gens, y compris des gens que je connais dans les systèmes de santé, des gens qui ont des positions de pouvoir, des gens avec qui je pensais avoir une bonne relation mutuelle d'estime, des gens avec qui j'ai bossé sur des projets et qui tout d'un coup relayaient des posts, mais d'une malveillance extrême, disant que j'étais un imposteur, un escroc, enfin, tu vois, des trucs hyper graves. Et tout d'un coup, tu as un petit notable d'institution, hop, qui l'envoie à son réseau. Et là, alors, euh, comment dirais-je, je connais suffisamment la psychologie humaine pour penser qu'ils doivent être convaincus de l'utilité de le faire, tu vois. Ils ne sont pas dit, ah, on va faire du mal à Jean-Dominique, on sera content.
il y a quelque chose en eux qui a dû adhérer à cette manipulation. Mais après, je trouve époustouflant que le rédacteur en chef d'une revue médicale, un ancien directeur d'hôpital, un responsable d'un système sanitaire, poste des monstruosités à mon sujet alors qu'ils me connaissent et qu'ils savent qui je suis. Tu vois? Et là, le processus collectif de lapidation, où finalement chacun jette sa pierre, c'est comme le mobbing dans les cours d'école, tu vois. Tu as le sale type qui repère un mec qui ne lui revient pas, il va contre, mais après il rameute tout le monde pour que chacun foute son coup de poing. Et là, c'est ce qui m'inquiète un peu. Alors bon, de nouveau, je suis heureusement assez philosophe à ce stade de ma vie et suffisamment au fait quant à ce qui me motive et les valeurs qui sont les miennes. Mais je trouve qu'il y a quelque chose, c'est ce que subissent des jeunes qui se suicident pour être pris à partie sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre de mécanisme. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas encore, semble-t-il, dans le collectif, une immunité par rapport à ça. C'est-à-dire que la responsabilité de chaque être humain digne de ce nom face à des attaques de cette nature, c'est de dire stop. Je ne participe pas à ça. On peut être d'accord ou pas avec M. Trotta, on peut être d'accord ou pas avec M. Michel, mais je ne participe pas à un truc de cette nature. Et moi, ce que j'ai vu au contraire, c'est un peu comme si beaucoup de monsieur et madame tout le monde embarquaient complètement dans cette proposition de violence mimétique. Mais après, voilà, on sait que quand il y a des époques de grande tension collective ou de grand stress, il y a souvent des exutoires de violence où on prend à partie un pauvre type qui passe par là ou qui a eu le malheur d'oser ouvrir sa gueule alors que tous les autres se taisent, et qu'il y a un déchaînement, c'est du lynchage, tu vois. Et voilà, moi j'ai souvent lu là-dessus sur les réseaux sociaux, c'est la première fois que je le vis en direct, ça fait drôle. Et puis en Mais même temps, tu sais, beaucoup voilà. de médecins me l'ont dit, moi, ils m'ont dit, je pensais avoir des amis, je pensais avoir même des amis très proches, je pensais travailler en confiance, et parce que j'ai eu une attitude différente, un raisonnement différent, eux, ils m'ont lynché, mais du jour au lendemain. Et ça a été d'une telle violence que j'ai été choqué, psychologiquement choqué. Non, je comprends. Je l'appelle un peu le virus de la vérité, quoi, hein. C'est là que tu découvres les vrais amis. Mais Ouais, non, ouais. parce que, et ça, c'est incroyable. Est-ce que tu as pu voir dans les pays étrangers, si tu as fait un petit peu le tour du monde, des modèles qui t'ont quand même un petit peu rendu un peu d'espoir? Alors bah, déjà ici, ça m'a rendu espoir. Bah, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi j'ai reçu littéralement des milliers de messages de soutien, mais d'une générosité, des gens mais qui écrivent 4, 5, 6, 7 paragraphes hein, où ils parlent d'eux, voilà, qui sont dans tellement de bonté de dire mais merci de faire ce que vous faites. Tu sais, moi au départ, mon intention, elle était très salutogénétique. C'est-à-dire que je me suis dit mais c'est tellement anxiogène, c'est tellement traumatique qu'il faut absolument donner des éléments de réponse rassurants pour les gens pour qu'ils puissent se dire oui, il faut que je sois prudent, mais il n'y a aucune raison de paniquer. Et j'ai eu littéralement des milliers de messages de gens qui m'ont dit mais quand je vous ai lu, ça a été une bouffée d'oxygène, ça a été une bouée de sauvetage dans le délire ambiant. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Et beaucoup d'entre eux m'ont dit vous avez mis des mots sur ce que je savais être juste, mais que moi, je n'avais pas le vocabulaire pour dire. Tu vois? Et ça, c'est la perversité. C'est quand on fait croire à une population entière qu'elle a tort, alors qu'elle sent très bien ce qui se passe. Donc, cette intention, moi, c'est aussi ce qui a fait que j'étais d'accord de prendre des coups et de me mettre en avant et de subir des conséquences. Mais cette générosité-là des gens, tu vois, elle est tellement touchante, quoi. Elle est tellement magnifique. Et puis après, oui, excuse-moi. Ah, mais ça veut aussi dire que si tu n'avais pas été là, si je n'avais pas été là, si plein les milliers d'autres comme nous n'avaient pas été là, ces gens seraient aujourd'hui dans une détresse psychologique assez forte, hein. Ouais. Et tu sais probablement que les perspectives sont très noires en la matière. C'est-à-dire qu'il y a déjà une vague en psychiatrie qui, en fait, est la vraie deuxième vague. Et puis de gens qui ne souffrent pas de maladies psychiatriques classiques. Ce n'est pas des personnes bipolaires ou psychotiques qui tout d'un coup ont une flambée à cause de l'épidémie. C'est des gens qui ne souffraient rien d'auparavant et qui partent en vrille. Mais tellement le traitement, notamment médiatique, a été violent. Et tu vois, un ami professeur de neuromarketing qui étudie l'effet sur le cerveau des messages publicitaires me disait qu'il n'en revenait pas d'imaginer l'effet sur l'amygdale, qui est cette partie du cerveau qui est en vigilance permanente pour voir s'il y a un danger ou pas. Tu es déjà arrivé d'être chez toi, il y a une présence même d'un proche, mais tu ne savais pas qu'il était là, puis tout d'un coup, tu fais un monstre sursaut.
tu m'as fait peur. Tu vois, c'est l'amygdale. Et cette amygdale, elle est matraquée depuis des mois et des mois et des mois, mais d'une manière mais totalement délirante. Et j'ai dit très tôt, si on faisait le même battage médiatique avec, par exemple, les crises cardiaques, hein, aujourd'hui, 200 infarctus en France, oh, aujourd'hui, 10% d'infarctus en plus. Je veux dire, au bout de 3 semaines, tout le monde a peur d'avoir un infarctus et puis tout le monde devient hypocondriaque. Tu vois ce que je veux dire? Tu as vraiment un matraquage de la panique qui est ce contre quoi j'ai essayé de m'opposer, évidemment, en pure perte. Et ça, évidemment, que ça va avoir des impacts durables. On voit que les taux de suicide explosent. La précarité, parce que là encore, l'effet sur l'économie va être dévastateur. Et donc, on est en train de créer une catastrophe. Moi, j'ai utilisé comme métaphore au tout début, c'est comme si on bombardait les villes pour lutter contre la malaria. Puis maintenant, on continue, sauf qu'il n'y a même plus de moustiques. Et c'est ça. Et on continue à bombarder. Et je me dis, mais quelle conscience ont les gouvernants pour prendre des décisions qui sont aussi traumatisantes sans même se poser la question? Quand on voit des gosses masqués à l'école, qu'est-ce que ça va faire sur leur psychisme, sur leurs besoins de sécurité, de confiance? On est en train de créer des dégâts monstrueux pour un truc qui est entre la 9e et la 14e épidémie la plus grave et qui est éteint depuis le mois de mai. Il n'y a plus d'épidémie. Exact, exact. Oui, c'est terrible. En Suisse, les gosses vont devoir reporter le masque Ouais. D'accord. Au-dessus de 12 ans, enfin, tu vois, c'est tellement absurde, c'est tellement absurde. Enfin, mais là, tu vois, tu sais, j'ai publié le texte d'un psychiatre qui est spécialisé dans les bouffées délirantes. Et il y a des exemples dans l'histoire, notamment à Orléans, 68, la rumeur d'Orléans. Et lui, il dit, on est dans un délire collectif. C'est-à-dire que les directeurs d'école, tu vois, sont tellement paniqués à l'idée qu'un enfant puisse tomber malade et contaminer une personne âgée, puis qu'elle meure, puis que ça soit sa faute en tant que directrice d'école. On bloque tout, on verrouille tout, on sécurise tout, mais d'une manière mortifère. On est vraiment dans un délire collectif, mais je pense vraiment au sens psychiatrique du terme, c'est en tout cas ce que dit ce psychiatre. En plus, nous, en France, on a eu pendant 2 mois, presque 3 mois, un non-accès à l'hôpital pour tout ce qui est crise cardiaque, AVC, traitement des cancers. Et là aussi, c'est une seconde vague assez importante, en plus de la psychiatrie. Alors là, tu sais, moi, je me suis posé des questions sur le confinement parce que quand tu regardes les textbooks d'épidémiologie, il n'y en a aucun qui ne recommande un confinement comme ceux qu'on a vécu. Aucun. Ce n'est pas dans les recommandations. Ils disent que ça peut éventuellement servir au tout début de l'épidémie pour éteindre l'épidémie dans l'œuf, mais une fois que le virus a un peu circulé, c'est pire que tout parce qu'il regroupe des gens contagieux avec des gens pas contagieux, etc. Donc, j'ai vraiment essayé de voir ce que la recherche disait et les dernières études qui sont sorties en Angleterre montrent que 2/3 des morts pendant le confinement ne sont pas morts du Covid. Ils sont morts des causes que tu dis. Et que les conséquences vont être à long terme. Donc, c'est absolument vrai. Et voilà, ça, c'est ce drame dans lequel on a basculé. C'est que pour prendre des précautions, on a causé des dommages qui sont infiniment pires. Et avec des gouvernants qui ont tellement basculé dans le déni et leur système de croyance qu'aujourd'hui encore, ils sont totalement inaptes à se remettre en question, à considérer que peut-être ce n'était pas la chose à faire et qui donc, envers et contre tout, continuent à affirmer des choses dont on sait aujourd'hui qu'elles sont fausses. Tu penses qu'ils sont si bêtes de ne pas en avoir conscience, qu'ils se sont trompés? Alors non, je pense que... Alors déjà, tu sais, il y a eu une manchette de journal à un moment donné. Ceux qui ne veulent pas porter des masques sont souvent narcissiques ou psychopathes. Tu te souviens du truc? Et moi, j'ai répondu sur les réseaux sociaux, attendez les mecs, les narcissiques et les psychopathes, en général, on les retrouve dans des positions de pouvoir à faire peur aux autres et à jouir du pouvoir qu'ils ont pris de terroriser la population. Donc, il ne faut quand même pas confondre. Donc, moi, je pense qu'il y a une partie des gens au pouvoir qui sont des sociopathes, hein, et que malheureusement, on a des filières d'accession au pouvoir qui privilégient des profils problématiques. Ça, c'est un constat, je crois, tu vois, qui est assez clair. Puis l'autre truc, ça, je le vois ici, parce que nos hommes politiques à Genève, ce n'est pas des méchants. C'est des gens de bonne volonté. Mais ce que j'observe, c'est quand tu t'es trompé pendant longtemps
le coût psychologique de se rendre compte que tu t'es trompé est tel qu'il y a ce processus de déni qui est très connu des psychologues qui se met en place et qui font que, envers et contre tout, ils continuent à affirmer que c'est comme ça, mais presque de bonne foi. Ils se sont convaincus eux-mêmes. C'est fou. Donc, le ministre de la Santé à Genève, il a tenu un raisonnement extraordinaire sur les réseaux sociaux en disant vous vous rendez pas compte, c'est parce qu'on a pris les mesures qu'on a prises en mars-avril qu'aujourd'hui, il n'y a plus de malades. Et ceux qui nous critiquaient déjà en mars-avril de prendre les mesures qu'on a prises continuent de nous critiquer de maintenir les mesures, alors que si on les levait, ça reflamberait comme au mois de mars et avril. Et tu vois, c'est complètement faux comme résultat. En Suède, ils n'ont pas confiné, l'épidémie s'est éteinte. Nulle part, ça ne repart. Donc, la conviction dans laquelle est ce type, si on est arrivé au résultat dans lequel on est aujourd'hui, c'est grâce à ce qu'on a fait, c'est totalement fallacieux. C'est faux, c'est pas ça la raison. Mais il en est tellement convaincu, et je pense que ça serait tellement coûteux sur un plan personnel d'ouvrir les yeux sur le fait que non, tout ce qu'il a imposé de A à Z était pour l'essentiel pas nécessaire, que là, il y a vraiment un processus psychologique basique qui nous concerne tous, qui est le déni. Et le déni, ouais, c'est ça. Ils sont dans le déni. Et comment tu vois un petit peu, tu as envie de parler de politique internationale, comment tu vois un petit peu la politique internationale par rapport à ce Covid? Est-ce que tu vois des pays qui te semblent avoir fait de bons choix et d'autres qui sont vraiment des vecteurs de corruption? Écoute, la corruption, elle est partout, et puis la corruption systémique en particulier. C'est l'ex-ministre de la Santé de l'Équateur qui avait fait tout un papier dans le Lancet pour parler de la corruption qui est intrinsèque. Si tu veux, l'abus de langage qu'on commet tous, c'est parler de politique de santé. Mm-hmm. On n'a pas de politique de santé, on a une industrie de la maladie. Mm. C'est pas du tout pareil. En Occident, aujourd'hui, 80% des maladies sont chroniques. C'est des maladies de civilisation qui seraient évitables. C'est le produit de notre alimentation, de la pollution, du stress, du manque de mouvement, du manque de sommeil. Donc, on pourrait réduire de 80% les maladies dont souffre la population si on la protégeait par rapport aux facteurs de risque. Et dans les faits, on ne fait rien, ou à peu près rien. Ça provoque ces dégâts, et puis après, on a une médecine très spécialisée, très coûteuse, qui vient réparer les gens endommagés, mais pour lesquels on n'a rien fait à un niveau collectif pour éviter les dommages. Donc ça, ce n'est pas une politique de santé, c'est une économie de la maladie. Et de ce point de vue-là, la logique est la même worldwide, parce que c'est les mêmes intérêts qui la configurent. Après, ce qu'on a observé d'amusant et d'intéressant dans cette épidémie, c'est que les pays pauvres ont beaucoup mieux réagi que les pays riches, parce qu'ils ont l'habitude de se démerder avec pas grand-chose, parce que dans beaucoup de pays, la chloroquine et l'hydroxychloroquine, ils connaissent ça très bien, et ils bouffent ça comme des Smarties, en tout cas dans certaines régions, ils savent que c'est pas dangereux, et puis surtout, c'est pas des marchés intéressants pour les pharma. Donc faire paniquer les États-Unis, la France et la Suisse, c'est jackpot assuré. Faire paniquer le Sénégal ou tu vois. Donc là, il y a eu ce renversement et Raoult l'a dit très tôt, mais moi je trouve qu'ils nous ont donné des leçons de pragmatisme et d'intelligence, mais qui est avec une perspective un peu inquiétante, qui est la déliquescence de l'Occident. Si aujourd'hui on est à ce point inapte à évaluer la gravité d'un phénomène, à prendre des réponses pragmatiques et efficaces, et à reconnaître quand en cours de route on a pris des mauvaises décisions, c'est juste qu'on est mûr pour l'EHPAD. On est dans les politiques publiques en Occident sont juste mais complètement séniles. C'est clair. C'est clair. Et toi, en tant que scientifique quand même reconnu, est-ce que tu as quand même été invité sur des plateaux télé, sur des radios mainstream en Suisse? En France, beaucoup. Ah ouais, d'accord. Les Français ont été très chouettes. On dit, ah tiens, un Gulu suisse, etc. Il y en a juste un ou deux qui m'ont avoigné et qui sont des journalistes scientifiques, donc très proches des... Bon. Mais non, les Français ont été très chouettes, notamment André Berkoff, mais j'ai fait plein de plateaux, j'ai eu plein de trucs. En Suisse, alors même que j'ai dû être invité une cinquantaine de fois à la télévision nationale entre 2000 et 2017 pour parler de tout et n'importe quoi, mais c'est le propre d'un anthropologue. Tu vois, donc on m'a fait parler de la mort du pape Jean-Paul II et de la mise en scène de l'Église catholique. C'est génial pour tu vois,
Sancto subito, sancto subito. Putain, les mecs, ils avaient été payés, ils avaient préparé les pancartes. Bah bon, ça c'est OK. Alors, un anthropologue, il décode ça. Par contre, quand là, c'est mon domaine d'expertise, j'ai été mais boycotté, mais non seulement boycotté, mais la radio et la télévision ont commencé à dire ouais, quand même, ce monsieur Michel, on ne sait pas d'où il sort, il est douteux, on va vérifier son CV, on a l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il raconte. Enfin, tu vois, une entreprise de démolition, mais qui a été jusqu'au fait de dire des mensonges à mon sujet à une heure de grande écoute. En l'occurrence, dans l'échange avec un rédacteur en chef, j'avais fait des captures écran des mails qu'on avait eus, ce qui m'a permis sur mon blog de dire mais voilà ce que le mec a raconté à l'antenne et voilà la réalité de notre échange. Ça ne vous choque pas que le rédacteur en chef d'un soi-disant prestigieux quotidien se permette de mentir uniquement pour salir la réputation de quelqu'un? Donc non, j'ai été confronté à quelque chose de très particulier et qui a été systématique. Ah, c'est incroyable. Et il a fait une réaction à ton blog? Aucune. Non, non, mais j'ai porté plainte auprès du Conseil suisse de la presse, donc on verra jusqu'où ça ira. Mais à mon avis, il est mal barré. J'ai vraiment pu documenter le fait qu'il a dit à l'antenne quelque chose de faux, dans l'intention évidente de me nuire et de faire croire aux auditeurs que j'étais quelqu'un qu'il fallait surtout pas écouter. C'est fou, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Oui, mais c'est le monde d'aujourd'hui, tu vois. Moi, c'est là où j'hallucine. Tu sais, quand j'avais 18 ans, j'étais aux États-Unis et puis j'ai vu plein de trucs que je ne connaissais pas. Les films qui étaient coupés 4 fois pour de la pub ou la même pub qui était martelée tout au long d'un événement sportif ou d'une émission. Je me disais, mais ça, Dieu merci, ça n'arrivera jamais chez nous. Tu vois. Et puis, 25 ans après, on y était. Donc, malheureusement, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est un monde qui ressemble au clip publicitaire de la campagne présidentielle américaine, où peu importe ce que tu dis, l'important, c'est que tu cherches à salir ton adversaire. Et puis des journalistes, alors qui en tout cas en Suisse, ont totalement perdu de vue juste l'équilibre des points de vue et le devoir de vérité dans lequel ils sont, de refléter les choses d'une manière à peu près conforme à la réalité. Donc ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Et c'est pareil en Suisse allemande et en Suisse italienne. Oui. Alors, si tu veux, c'est un tout petit peu différent parce que la Suisse a une tradition de conformisme extrême. Donc, en France, vous adorez vous bouffer le nez sur les plateaux télé, tout le monde hurle, ça gesticule, personne n'écoute personne, et puis c'est ça un bon débat. Alors, le débat était bon. En Suisse, c'est ne surtout rien dire qui puisse froisser qui que ce soit et qui puisse déranger qui que ce soit. Et quiconque fait une entorse à la règle se fait mal voir par tout le monde. Donc évidemment que moi j'y suis allé assez fort, tu vois, mais en me disant le sujet est tellement important, les enjeux sont tellement grands et surtout les risques qu'on fait courir à la population avec une gestion aussi mauvaise sont tels que j'ai le devoir d'ouvrir ma gueule. Mais alors du coup, je me suis heurté plein fouet au fait que critiquer les autorités, mais monsieur Trotta, vous n'y pensez pas. Tu vois, et finalement, c'est cet infantilisme, mais qui prend une autre forme. Et c'est vrai que la première interview que tu as faite, moi, j'ai dû me pincer à 2 fois. Hein. Je me dis, lui, il est suisse, c'est pas possible. Ouais. Tu as dû choquer là dans le pays. Et, tu vois, ça c'est amusant, bien sûr que ça a choqué. Et puis j'ai le plaisir, un tout petit peu d'orgueil, je m'en excuse, mais de voir que 4 mois plus tard, tout ce que j'avais dit était juste. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, évidemment, j'y suis allé assez franco, et ça, ma foi, c'est un risque que j'ai pris, mais c'est de voir que c'est surtout le fait d'avoir dit des choses vraies qui a choqué. Ouais, c'est vrai. Et comme pour Raoult, comme pour Perron. Donc, et tu sais, moi, dans les centaines de mails que j'ai reçus de médecins, un nombre important me disait on n'ose pas dire ce qu'on pense par peur des conséquences. Et moi, je pose la question, c'est quoi une démocratie dans laquelle des médecins n'osent pas dire ce dont ils sont convaincus en leur âme et conscience? Tu vois, dans la liberté d'opinion, quelqu'un peut avoir une autre opinion, mais c'est quoi un système où des gens sont terrorisés? C'est ça. Et c'est quoi un système où les médecins sont censurés? Ouais. C'est Ou en... poursuivis pour avoir soigné des gens, ou persécutés, ou etc. Et alors, j'ai effectivement publié sur mon blog pas mal de lettres que j'ai appelées de médecins résistants. Une femme médecin à Paris qui s'est battue, mais comme une lionne, pour qu'une de ses patientes de 85 ans soit soignée, alors qu'ils avaient décidé de ne pas la soigner, de la laisser mourir. Et voilà,
Elle a lutté pendant 4 heures avec la médecin-chef. Elle a réussi à arriver à ses fins et elle dit maintenant, cette dame fait la joie de ses enfants et ses petits-enfants. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai dû me battre contre mon gouvernement pour trouver de l'hydroxychloroquine parce que j'étais malade du Covid. Et j'ai pu arranger un deal clandestin sur un parking pour obtenir un médicament qui pouvait me sauver la vie. J'ai dû ruser contre mon gouvernement. Mais attends, voir, on vit dans quel monde? Médicament qui était en vente libre il y a un peu de temps. Exactement. Et ce qui continue de me frapper, tu vois, c'est que ça a l'air d'être une évidence pour toi, c'est une évidence pour moi. Mais quand j'en parle, par exemple, à des responsables ici de la santé, ils ne voient pas pourquoi c'est un problème pour moi. Ils sont surpris que ça me fâche ou que ça me choque ou que je trouve ça questionnable. C'est fou, ça. C'est fou. Mais je crois qu'on a basculé dans une folie collective, que les gens sont en sidération, tu vois. Et un clivage psychique qui fait que tu ne penses plus, Alors, des fois, ça va dans l'hystérie. J'ai eu des profs de médecine, mais qui m'ont injurié en me disant que j'étais dangereux, que j'étais un dangereux. Ils étaient hystériques, mais hystériques, tu vois. J'ai envie de leur balancer un seau d'eau à la figure pour qu'ils reprennent leurs esprits. Les profs de médecine de l'université. Mais bon, ça montre que, tu vois, le cerveau émotionnel, il est le même chez tout le monde. Puis c'est pas parce que tu es prof d'uni que tu peux pas être dans le même état de panique intérieure. Et te donner, Après, c'est... Hein? te donner des arguments. Ouais. Qu'est-ce qu'ils te donnaient comme argument? Pourquoi ils étaient hystériques? Ils t'en voulaient sur quoi? Bah, écoute, en partie, je comprenais parce qu'il disait, si tu veux, il contestait mon affirmation qu'on était dans un ordre de grandeur naturel pour une épidémie en termes de contagiosité, de dangerosité et de létalité. Et lui me disait, mais vous ne vous rendez pas compte, on avait des dizaines et des dizaines de lits avec des gens en réanimation, c'est jamais arrivé. Donc, et de ce point de vue-là, il n'avait pas tort. C'est-à-dire que la réalité clinique telle qu'on peut l'observer au pic d'une épidémie, c'est différent de la réalité épidémiologique, qui dit que ça n'a pas tué plus que d'habitude. C'est deux réalités qui sont adjacentes, si tu veux. Mais lui, parce qu'il était tellement angoissé, puis c'était un homme de plus de 70 ans, donc je pense qu'au fond, il flippait pour lui-même, tu vois. Il avait l'impression que la mort rôdait, et puis que moi, au lieu de lutter avec lui contre la mort, j'étais en train de raconter que mais non, la mort n'était pas dangereuse. Et puis quelque part, il n'a pas supporté. Donc c'est les arguments qu'il essayait d'avoir, mais j'ai eu beau lui répéter 5 ou 6 fois jusqu'au moment où j'étais obligé de bloquer des réseaux sociaux tellement il devenait harcelant, tu vois, de lui expliquer, je ne conteste pas ce que vous dites, mais du point de vue épidémiologique, voilà ce qu'il en est. Et il avait perdu la compétence de réfléchir à ces questions-là. Ben, j'espère qu'il te lira, il t'écoutera et puis il s'apercevra que Internet ayant de la mémoire, tu avais raison. Bon, je n'ai pas tellement confiance là-dedans. Tu sais ce que Max Planck disait sur les scientifiques? Il disait à très juste titre, et donc lui qui a révolutionné la physique avec la physique quantique, il disait une nouvelle théorie ne s'impose pas parce que les tenants des anciennes théories y adhèrent. Elle s'impose parce que les tenants des anciennes théories finissent par mourir et il y a une nouvelle génération qui arrive qui n'a pas de préjugés par rapport à la théorie. Et tu vois, moi, je n'ai pas tellement d'espoir de ce côté-là. Je pense que des gens aussi braqués ne nous donneront jamais raison. En tout cas, on va continuer à se battre. Hein. Ça fait 1 heure qu'on discute ensemble. Ça passe vite, le temps. Ah oui. On discute ensemble. En tout cas, Jean-Dominique, tu continues. Hein. Abonnez-vous à son blog, lisez, partagez ses articles parce que franchement, ils sont extrêmement bien faits et très documentés, très sourcés. C'est vraiment du travail de très grands professionnels et n'hésitez pas à les partager. Franchement, Jean-Dominique, merci. Tu passes sur ma chaîne quand tu veux. Merci à toi, franchement, moment de qualité, c'est pour ça que le temps passe vite. Et puis, effectivement, heureusement que des électrons libres comme toi et moi osent prendre leurs responsabilités. On m'a beaucoup reproché de ne pas être un universitaire. Puis à un moment donné, ma femme m'a fait observer, mais si tu étais un prof d'uni avec 20 ans de carrière, tu n'aurais jamais osé dire ce que tu as dit. Et c'est là où cette différence, au contraire, il faut la valoriser, écouter tout le monde, et de sorte que les gens puissent se faire leur propre opinion en fonction de ce qui fait sens. Merci à toi en tout cas. Merci Jean-Dominique, merci. Bye bye. Au revoir. À bientôt. Ciao.